Il y a un truc, une expérience assez fascinante et pour être honnête, presque effrayante, qu'on a quasiment tous vécu, c'est le fait de conduire sur un trajet super familier. Ah oui, genre le fameux trajet pour rentrer du boulot après une longue journée, c'est ça, hein? Exactement. On démarre la voiture, on s'insère dans le trafic et d'un seul coup, on réalise qu'on est en train de se garer devant chez soi, mais sans avoir le moindre souvenir conscient des 10 dernières minutes de route. C'est fou, c'est vraiment comme si un fantôme bienveillant avait pris le volant à notre place, quoi. C'est tout à fait ça. Et c'est justement ce phénomène du pilote automatique qui va nous servir de point de départ aujourd'hui. Et d'un point de vue neurologique, il faut savoir que c'est un chef-d'œuvre d'efficacité. Je veux dire, le corps navigue dans un environnement ultra complexe. Il freine, il gère les feloges, il tourne. Pendant que l'esprit est complètement ailleurs. C'est ça. Perdu dans ses pensées ou en train de planifier le dîner, le cerveau a littéralement délégué la tâche. Et ça nous amène directement au cœur de notre exploration du jour. Dans notre précédente analyse, on avait établi ce principe clé, tu sais, l'idée que de minuscules améliorations de 1% s'accumulent avec le temps. Comme des intérêts composés, oui. Voilà. Sauf que ce pilote automatique soulève un paradoxe majeur. Comment est-ce qu'on peut espérer changer et appliquer ces 1% si on n'a même pas conscience de ce qu'on fait la moitié du temps? C'est la grande question. Une action ne sort jamais de nulle part. Exactement. Et c'est l'essence de ce que nos sources appellent la première loi, c'est-à-dire l'évidence. L'idée, c'est que pour déclencher ces petits changements, il faut d'abord que le signal soit évident. Et la mission de notre deep dive aujourd'hui, c'est vraiment de creuser sous la surface de ce fameux pilote automatique. On va essayer de comprendre comment notre environnement physique, comment nos signaux inconscients dictent silencieusement nos comportements. Seconde après seconde en plus. Absolument. Tant qu'on ne comprend pas précisément par quel mécanisme le cerveau encode ces déclencheurs, on reste des simples passagers de notre propre vie. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle. Rendre les bonnes actions supervidantes et faire disparaître les mauvaises. Et pour illustrer cette bascule entre le conscient et l'inconscient, il y a une histoire incroyable dans nos documents. C'est le rapporté par le psychologue Gary Klein. Ouais, elle donne carrément des frissons. C'est l'histoire d'une ancienne ambulancière qui assiste à un repas de famille. Un truc tout ce qu'il y a de plus banal. Tout le monde discute tranquillement, l'ambiance est détendue. Voilà. Et à un moment donné, elle jette un œil à son beau-père, elle s'arrête net, elle s'approche de lui et lui sort de but en blanc qu'il n'a pas l'air bien du tout. Alors que lui, détail crucial, se sentait parfaitement bien. Aucune douleur, pas de vertige, il a même rigolé pour détendre l'atmosphère. Sauf qu'elle n'a pas lâché l'affaire, son instinct a pris le dessus, elle l'a forcé à aller aux urgences. Et là, les médecins découvrent qu'il était en plein milieu d'une crise cardiaque massive. Une artère principale était bloquée. C'est juste dingue, hein? C'est digne d'un film de science-fiction. Comment on peut diagnostiquer une crise cardiaque juste en regardant quelqu'un, alors que la personne elle-même ne sent rien? On dirait un sixième sens, mais en fait, la science explique très bien ça. C'est pas de la magie, c'est le travail des ganglions de la base dans notre cerveau. Attends, c'est quoi exactement le rôle de cette partie du cerveau? Eh bien, avec ses années d'expérience, le cerveau de cette femme avait emmagasiné des milliers d'indices visuels liés aux détresses cardiaques. Un teint un peu grisâtre, un changement microscopique dans la respiration, ce genre de trucs. Donc elle n'a pas consciemment coché une liste de symptômes dans sa tête. Pas du tout. Son cerveau a fait de la reconnaissance de forme en une fraction de seconde. Les ganglions de la base ont envoyé une alerte sous forme de ressenti physique. C'est ça qu'on appelle l'intuition, en fait. D'accord, ces habitudes d'observation expertes étaient devenues tellement automatiques qu'elles fonctionnaient sous le radar de sa conscience. C'est le principe de l'automaticité. Du coup, c'est un peu comme taper sur un clavier d'ordinateur. Si tu me demandes là, tout de suite, où est la lettre K sur un clavier AZERTY, je suis incapable de te répondre sans y réfléchir. Tu dois visualiser le clavier. C'est ça, mais si je dois taper un mot avec un K, mes doigts y vont direct. Mon corps sait, mais mon cerveau analytique, lui, il a besoin de chercher l'info. Et c'est une illustration parfaite. Le cerveau est hyper gourmand en énergie, donc dès qu'il peut transformer une séquence en habitude inconsciente, il le fait. Ça libère de l'espace pour d'autres problèmes. C'est super efficace, mais parce qu'il y a un mais, j'imagine. Un gros mais, oui. C'est là que ça devient dangereux pour notre développement personnel. Le cerveau ne fait aucune différence entre une bonne et une mauvaise habitude. Il encode avec la même force la capacité à taper au clavier et, disons, l'habitude de se jeter sur du chocolat dès qu'on est stressé. Exactement. Si on tombe dans ces vieux schémas sans réaliser ce qui les déclenche, on perd notre libre arbitre. On allume un écran juste parce qu'on s'est assis sur un fauteuil spécifique, tu vois. La boucle neurologique fauteuil-écran est encodée.
Carl Jung disait un truc génial là-dessus, du genre tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est exactement ça. Et la grande question pratique, c'est comment on fait pour ramener cet inconscient à la lumière? Comment on arrête d'être les marionnettes de nos routines? Eh bien, nos sources nous parlent d'une méthode japonaise qui est apparemment redoutable. C'est utilisé dans l'industrie ferroviaire là-bas. Ça s'appelle le système pointing and calling. Qu'on pourrait traduire par montrer du doigt et nommer. C'est ça. En gros, les chefs de train exécutent une sorte de chorégraphie. Ils pointent physiquement les signaux, les compteurs, et ils annoncent leur statut à voix haute, genre le signal est vert. Ce qui est de l'extérieur doit avoir l'air un peu absurde. Un professionnel qualifié qui pointe un feu et dit « il est vert ». Bah, carrément, mais l'impact neurologique est énorme, non? Si prodigieux. En utilisant le bras, la vue, la voix et l'ouïe, il force le cortex préfrontal à se réveiller. Les résultats sont là. Ça réduit les erreurs de 85% et les accidents de 30%. C'est fou. Mais j'imagine qu'on n'a pas besoin de crier « la machine à café est allumée » dans notre cuisine pour que ça marche. Non, heureusement. On peut adapter ça grâce à un outil fondamental, le tableau de bord des habitudes. Le tableau de bord. Concrètement, c'est quoi ça? Juste lister tout ce qu'on fait dans la journée. C'est un inventaire minute par minute, depuis le réveil, j'éteins l'alarme, je prends mon téléphone, je vais dans la salle de bain, etc. Mais la clé, et c'est là que c'est dur, c'est qu'il faut le faire avec une neutralité absolue. Sans se juger. Voilà. Le but n'est pas de se culpabiliser parce qu'on a scrollé pendant 20 minutes. C'est juste un constat scientifique. On pose un diagnostic. C'est hyper important cette idée de neutralité. Si on commence à se taper sur les doigts pendant l'inventaire, l'ego se défend, on risque de modifier nos réponses juste pour faire bonne figure et les données sont faussées. C'est un pur audit, rien d'autre. Ok, donc une fois qu'on a cet audit visuel, la question logique c'est comment on insère de nouvelles habitudes. Parce que les objectifs vagues du genre « je veux mieux manger » ou « je dois lire plus », ça s'évapore toujours super vite. Ça s'évapore parce que le cerveau instinctif ne comprend pas ce langage abstrait. Mieux manger, pour lui, ça ne veut rien dire. Il a besoin de concret. D'ancrage spatio et temporel. Exactement. Et la recherche propose une première technique, l'intention de mise en œuvre. La formule est ultra précise. Je vais exécuter ce comportement à cette heure précise, dans ce lieu précis. En gros, on remplace le flou par une directive binaire, genre « je vais méditer pendant 5 minutes à 7 heures du matin sur le tapis du salon ». C'est ça. La décision est prise à l'avance. Tu ne te demandes plus « est-ce que je suis motivé aujourd'hui ?» On économise de l'énergie. Tout à fait. Mais il y a une deuxième méthode, encore plus puissante, qui s'appelle la superposition d'habitudes. Ah oui, c'est basé sur l'idée que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, non? La loi de Hebb, oui. Le principe, c'est de greffer une nouvelle habitude sur une ancienne qui est déjà bien solide. La formule, c'est « après avoir terminé telle habitude actuelle, je ferai cette nouvelle habitude ». Comme dire « après avoir versé ma première tasse de café, je vais écrire 3 lignes dans mon journal ». Le café devient le déclencheur naturel. Mais attends, je t'arrête là parce que sur le papier c'est génial, mais dans la vraie vie, nos journées sont souvent chaotiques. Si je dis « après ma pause déjeuner, je ferai 10 pompes », c'est bien beau. Mais la pause déj, des fois c'est à midi, des fois c'est à 14 heures, parfois je mange un sandwich devant l'ordi. C'est une excellente objection. Et c'est l'erreur numéro 1. La pause déjeuner n'est pas un déclencheur. C'est une période de temps beaucoup trop floue. Donc le système s'effondre. Oui, si c'est flou. Pour que la superposition fonctionne, le déclencheur doit être ultra spécifique et surtout binaire. Ça arrive ou ça n'arrive pas. D'accord, donc au lieu de la pause en général, il faut isoler un geste précis. Voilà. Il faut dire, quand je refermerai les cordes de mon ordinateur portable pour aller manger, je ferai 10 pompes à côté du bureau. Fermer l'ordinateur, c'est visuel, c'est tactile, c'est définitif. Pas d'ambiguïté. Ah, je vois. Plus c'est tranché, plus les connexions synaptiques se créent vite. Ça nous amène d'ailleurs à un point qui bouleverse complètement notre vision de la discipline. Le fameux mythe de la volonté. C'est ça. On idolâtre souvent les gens hyper disciplinés, on croit qu'ils ont une force mentale surhumaine pour résister aux tentations, mais la science dit que c'est une illusion totale. C'est pas la volonté qui les guide, c'est l'environnement. C'est l'équation du psychologue Kurt Lewin des années 30. Le comportement est une fonction de la personne dans son environnement. On sous-estime massivement le contexte. Gravement, les gens qui ont le plus de maîtrise de soi sont ceux qui ont le moins besoin de l'utiliser. Ils ont juste conçu un espace de vie qui rend les bonnes décisions évidentes. Il y a un exemple génial dans l'exploration d'aujourd'hui, celui de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam.
La direction avait un gros problème de propreté dans les toilettes pour hommes. Et la solution classique aurait été de mettre des panneaux moralisateurs genre «Merci de viser juste». Ce qui fait appel à la volonté. Mais au lieu de ça, ils ont gravé une petite mouche noire au fond de chaque urinoir. C'est brillant. Et le résultat est historique en économie comportementale. L'instinct a pris le relais sans aucune instruction. Le cerveau adore les cibles visuelles. Ça a réduit les coûts de nettoyage de 8%, non hein? Oui, juste avec une fausse mouche. Le comportement collectif a changé sans que personne n'ait eu à faire d'efforts conscients. C'est le pouvoir de la main invisible de l'environnement. Et on le voit aussi avec l'exemple de la consommation d'énergie aux Pays-Bas. Des maisons identiques, mais certains foyers consommaient 30% d'énergie en moins. Et la seule différence, c'était la place du compteur électrique. Exactement. Chez ceux qui consommaient moins, le compteur était en plein milieu du couloir. Chez les autres, caché au sous-sol. Loin des yeux, loin du cœur. Et c'est pareil à la maison avec la nourriture. Si tu achètes des pommes super saines, mais que tu les caches dans le bac du frigo, elles vont pourrir. Le cerveau est trop fatigué le soir pour chercher. Par contre, si tu les mets dans une belle corbeille en plein milieu de la table, la donne change. La salience visuelle fait tout le boulot. C'est exactement comme préparer un décor de théâtre. C'est une super métaphore. Tu mets les bons accessoires sous les projecteurs et tu caches en coulisses ce qui pourrait gâcher la pièce. Et ça soulève une règle d'or de l'architecture comportementale. Un espace, une utilisation. Avec le télétravail aujourd'hui, on fait tous l'inverse. Ah bah complètement. On travaille sur le canapé, on y mange, on y regarde Netflix. La carte neuronale de ce pauvre canapé devient un chaos total. Le canapé hurle le cerveau, stress, faim et détente en même temps. Face à des signaux contradictoires, le cerveau choisit la facilité, l'habitude la plus passive. Il faut compartimenter. Une table pour les repas, un bureau pour la concentration, un fauteuil pour la lecture. Le lieu devient le déclencheur. C'est super libérateur de se dire qu'on n'est pas faible ou feignant, on a juste une pièce mal organisée. Mais du coup, comment on fait pour inverser cette loi? Pour briser les mauvaises routines? Il faut d'abord accepter que la volonté est épuisable. Si tu résistes frontalement, ton cortex préfrontal se fatigue. Comme un muscle. L'histoire de Patty Holwell dans nos sources est dingue là-dessus. C'est une femme qui avait arrêté de fumer depuis des décennies. La dépendance physique n'existait plus du tout. Zéro nicotine dans le sang. Un jour, elle va faire une balade à cheval. Un truc qu'elle adorait faire à l'époque où elle fumait, mais qu'elle n'avait jamais refait depuis. Et là, Le contexte spatial, émotionnel, tout s'est réactivé comme une décharge électrique. L'envie de fumer est revenue avec une violence folle. donc le réseau neuronal était toujours là, juste en sommeil. La neuroplasticité, c'est ça. On ne supprime pas une autoroute neuronale, on en construit juste de nouvelles par-dessus. L'ancienne petite route est toujours là sous les broussailles. Mais attends, c'est hyper fataliste. Ça veut dire qu'on est condamné à rechuter à la seconde où on croise un vieux déclencheur? Ça le serait si on comptait uniquement sur notre volonté. Sauf que la science nous donne la vraie solution. L'invisibilité. Parce que les mauvaises habitudes sont autocatalytiques. Autocatalytique. C'est-à-dire qu'elles se nourrissent elles-mêmes. C'est le cycle de la dopamine. T'es stressé au travail, tu vas jouer sur ton téléphone pour te calmer. Sauf que tu perds une heure, donc tu prends du retard. Ce qui génère de la culpabilité, donc encore plus de stress. Et le cerveau demande une nouvelle dose d'anesthésiant pour gérer ce nouveau stress. C'est sans fin. Tenter de résister par la force mentale quand le téléphone vibre, c'est illusoire. La solution, c'est de rendre le signal invisible. Couper le circuit à la source. Au lieu d'essayer d'ignorer le téléphone sur le bureau, on le met dans une autre pièce. Voilà, tu augmentes la friction. Si tu grignotes le soir, ne cache pas les gâteaux au fond du placard. Arrête d'en acheter. La friction devient énorme. Il faut s'habiller et sortir au supermarché. L'envie n'a même pas l'occasion de naître. Au final, la grande leçon de cette exploration, c'est que la discipline à la dure en serrant les dents, c'est un mythe. La vraie maîtrise de soi, c'est l'optimisation de son espace de vie. C'est auditer nos routines sans nous juger, superposer les nouvelles habitudes de façon précise et concevoir un environnement qui bosse pour nous, en fait. Rendre les bonnes actions lumineuses et les mauvaises totalement invisibles. Et pour rendre ça vraiment concret, j'aimerais proposer une petite réflexion à ceux qui nous écoutent. Vas-y. Observez la pièce autour de vous, là, tout de suite. Quel objet, inanimé, ou quelle disposition de meuble est en train de vous dicter silencieusement un comportement sans même que vous vous en rendiez compte? Oh, c'est un exercice qui risque de révéler des trucs intéressants. Et cette prise de conscience, c'est vraiment la première étape incontournable. Parce qu'une fois que les signaux est devenu évident, l'étape suivante de notre parcours, ce sera de comprendre comment rendre cette action totalement irrésistible. Le rôle de la dopamine, justement. Tout à fait. Une étape
captivante qu'on abordera dans notre prochaine analyse. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Je suis sûre que ça va changer pas mal de choses dans la façon dont on organise nos salons. Merci, c'était passionnant. À très vite pour la suite de notre exploration.